Conseil de l'ordre du barreau de l'Ituri, réuni en ce jour du 10 juillet 2026, journée qui fonde l'avènement et la naissance du barreau congolais, journée qui assoit le rôle et la profession de l'avocat congolais, journée qui doit être célébrée avec faste par tout avocat inscrit dans l'un des tableaux ou à la liste du barreau de la République démocratique du Congo. Et conformément à l'article 99 du règlement intérieur cadre des barreaux de la République démocratique du Congo, il est prévu une commémoration en cette date. Le barreau congolais fête à ce jour ses 58 ans de création en République démocratique du Congo. Le Conseil de l'ordre avait prévu plusieurs activités à être réalisées partant du 1er juillet jusqu'à ce jour, le 10 juillet, mais activités qui sont pratiquement bloquées à ce jour suite à la pandémie qui sévit dans notre province de l'Ituri et surtout partant de l'arrêté numéro 1/KMBG 1017 PROGU/PI 2026 du 29 juin 2026 pris par le gouverneur de la province de l'Ituri afin de lutter contre la dite pandémie. Raison pour laquelle l'organe décisionnel du barreau de l'Ituri s'est résolu de se réunir pour s'adresser aux avocats par une allocution qui sera lue par la doyenne de l'ordre des avocats du barreau de l'Ituri. Chers confrères, cette journée est une occasion propice pour les avocats de mener des réflexions sur l'exercice et l'évolution de la procédure de la profession afin d'aboutir à une remise en question objective sur eux et l'avenir de la profession. Et le thème retenu par le Conseil de l'ordre est le rôle de l'avocat. Il s'agira à ce jour de rappeler les missions primordiales de l'avocat tout en étayant tant soit peu certaines difficultés rencontrées dans son accomplissement. L'article 1er de l'ordonnance loi numéro 79-028 du 28 septembre 1979 assigne à l'avocat les missions d'assister ou représenter les parties, postuler, conclure et plaider devant les juridictions. Il lui reconnaît en outre les missions de consulter, conseiller, concilier, rédiger des actes sous seing privé, assister ou représenter les parties en dehors des juridictions. L'analyse profonde de cette disposition légale citée nous ramène à conclure que les missions inhérentes à la profession d'avocat sont l'assistance et la représentation. Parlant de l'assistance, nous devons retenir que le rôle d'assistance par l'avocat doit être examiné dans l'activité judiciaire et juridique comme prévu par l'article 1er, ci-haut cité. L'assistance consiste à prêter son concours à son client, que ce soit pour la rédaction d'un acte
ou pour une plaidoirie. L'avocat doit garder à l'esprit que la plaidoirie, qui apparaît comme le modèle parfait de l'assistance, et la présence de l'avocat aux côtés de son client, n'est pourtant pas le seul élément pris en compte dans ce concept d'assistance, car aujourd'hui, l'avocat peut assister son client sans plaider ni comparaître à ses côtés. C'est ce qui est le cas lorsque la procédure est écrite. Sur le plan judiciaire, cette mission s'entend d'une assistance en justice, qui est la mission traditionnelle de l'avocat et le symbole remarquable aux yeux du public. La mission d'assistance en justice, tant devant le parquet que devant les juridictions, emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense. Sur le plan juridique, cette assistance s'accomplit également en dehors des prétoires. C'est le fait pour l'avocat de mettre au profit du client sa compétence et son expérience sous forme de conseil, de rédiger des actes, de faire des différentes postulations et de l'accompagner dans divers services. Parlant de la mission de représentation, il faut retenir que la représentation peut être faite dans la plaidoirie, dans le cadre judiciaire, mais elle peut aussi être faite dans le cadre juridique. En cas de représentation, l'avocat est le mandataire de son client. À ce titre, l'avocat est en droit de postuler pour le compte de son client. Le mandat de représentation en justice englobe le pouvoir et le devoir par l'avocat d'accomplir au nom du mandant les actes de procédure et une mission d'assistance aussi. L'avocat est en droit d'accomplir tous les actes nécessaires menant au dénouement heureux de l'action. Le mandat ad litem est valable quelle qu'en soit la forme. La détention par l'avocat des pièces nécessaires à l'introduction d'une action ou de l'exploit introductif d'instance suffit comme preuve. Il est à relever que le mandat général donné à l'avocat n'inclut pas certainement certains actes spécifiques pour lesquels la loi exige un mandat spécial. En l'occurrence, l'exercice de voie de recours, l'exercice de renvoi pour cause de suspicion légitime et j'en passe. En ce qui concerne la représentation par l'avocat dans les activités juridiques, en dehors du prétoire donc, nous retenons que le champ d'activité est tellement étendu, il n'y a presque pas de restrictions, sauf en ce qui concerne les règles déontologiques et certaines incompatibilités. L'avocat a une mission très étendue en ce qui concerne la représentation en dehors du cadre judiciaire. Il défend les droits et les libertés de son client, personne physique ou morale, à l'occasion d'une assemblée générale d'une société. Il rédige les actes. Il peut négocier, agir et signer pour le compte de son client. L'assistance et la représentation devront être considérées comme les phases finales du rôle de l'avocat, qui débute par la consultation et se traduisent ensuite par le conseil, la rédaction d'actes, la plaidoirie, la postulation et la conciliation si possible. Parlant de la consultation, l'avocat doit retenir que c'est une phase importante, exigeant si pas un contact physique, mais direct de l'avocat avec son client. L'avocat doit être à l'écoute de la version des faits de son client
afin de peaufiner les pistes de solution. Un exercice très délicat qui exige une bonne concentration dans son chef. À ce stade, intervient la maîtrise des textes légaux par l'avocat, ce qui nous pousse à rappeler le caractère continu de la formation pour l'avocat. C'est à ce stade que l'avocat est appelé à cerner tant soit peu les doléances de son client et mieux les confronter à la lumière des textes légaux y afférents. Cette étape lui permettant de conseiller à mieux son client. L'avocat doit primordialement entrer personnellement en contact avec le client sans personne interposée et avoir de lui seul la version des faits et demander des amples précisions et éclaircissements à ce dernier. Chers confrères, que penser alors de ces avocats qui n'ont pas de version des faits directs de leurs clients? Que penser des services de sécurité qui refusent aux avocats d'entrer en contact avec leurs clients? Que dire de ces avocats qui ne connaissent pas leurs clients? Que dire de ces avocats qui sont sans adresse professionnelle ou qui n'ont pas de cabinet confortable pour y recevoir les clients? Les réponses subjectives à ces questions seront d'une avancée remarquable pour notre profession. Quand on parle de conseiller, nous devons entendre le fait de suggérer, indiquer une marche à suivre. Et lorsque l'avocat doit conseiller, l'avocat doit se dire que c'est une étape qui exige la compétence dans son chef. L'avocat est dans l'obligation professionnelle de conseiller utilement son client et opter pour une solution diligente, moins coûteuse, mais totalement légale au profit de ce dernier. L'option prise par l'avocat doit être celle qui aboutirait à un dénouement heureux de l'affaire de son client. À ce titre, en sa qualité de maître de procédure, l'avocat ne doit jamais accepter de se faire guider par son client jusqu'à l'amener à poser des actes qui sortent des cadres normatifs et déontologiques. Sa conscience, sa probité et sa loyauté doivent Comment pouvons-nous concevoir que les avocats, conscients de l'existence de 2 ordonnances successives sur l'état de siège, fixant les différentes attributions au parquet et à l'auditorat, se permettent de conseiller leurs clients de recourir à l'auditorat pour des faits de la compétence du parquet, attitude mesquine qui les pousse à retenir des qualifications infractionnelles majeures du genre association des malfaiteurs pour se couvrir et justifier leur forfait. Cette façon de faire frise le manque de probité et de compétence dans le chef de l'avocat. Que dire d'un avocat qui interjette appel pour le compte de son client contre un jugement préparatoire ordonnant une jonction d'une exception au fond ou contre un déclinatoire de compétences? Que dire d'une décision d'irrécevabilité d'un exploit ou d'une action pour défaut de qualité rendue par une juridiction dans le chef du demandeur qui pourtant est assisté et conseillé par un avocat? Les avocats doivent se remettre en question pour mieux répondre à ces questions. Concilier signifie rendre compatibles ou harmoniser des éléments qui semblent opposés ou mettre d'accord des personnes en désaccord. L'avocat doit en tout temps garder à l'esprit que son savoir-faire doit toujours être axé par la recherche du rétablissement d'un équilibre social dans la société. Toujours en sa qualité de maître de procédure, il peut conseiller utilement son client à recourir à la conciliation
pour dénouer une affaire, lui confier. Ça ne représente nullement une faiblesse dans son chef. Du reste, l'avocat doit y recourir uniquement dans le cadre légal. La conciliation ne peut nullement avoir pour objet d'étouffer une infraction. Elle ne peut se limiter qu'aux intérêts civils dans une procédure pénale. Généralement, le recours à la conciliation renforce les liens de confraternité et de solidarité entre confrères. Il ne sert à rien pour un avocat qui en a la possibilité de pousser les affaires en longueur dans le seul but pour lui de gagner plus en honoraires et vacations. Surtout que la diligence, la célérité et la compétence sont imposées à l'avocat par les prescrits de l'article 76 de la loi organique. Parlant de l'assistance et la représentation telle que prévue à l'article 1er, devant les juridictions, l'avocat ne doit pas perdre de vue que son intervention dans ce lieu public est aussi pédagogique qu'éducatif pour la population. Sa présence est un équilibre pour son client et aussi un gage de respect de la loi. À ce titre, il doit faire preuve de courtoisie, de compétence, de probité pour son honneur personnel ainsi que celui de l'ordre. Les injures ne doivent pas avoir leur place dans les plaidoiries ou interventions de l'avocat. Le respect de son serment doit le guider. Sa passivité face aux violations de la loi ou au manque du respect émanant tant des magistrats que de la partie adverse ne peut être concevable. L'avocat doit respecter et par la même occasion exiger et imposer son respect. Les discussions vaines sur les remises, les manœuvres dilatoires à outrance n'honorent pas l'avocat. L'avocat assiste son client dans toutes les phases de la procédure et même en dehors du cadre judiciaire. Cette mission impérieuse de l'avocat me pousse à relever certaines questions pertinentes qui émaillent l'exercice de la profession et constituent de fois des tabous qui ne disent leur nom. Comment justifier le refus d'assistance par l'avocat dans certaines structures non judiciaires alors que les clients y sont arrêtés, même pour des faits qui n'ont rien à voir avec la confidentialité exigée? Et ce, en violation de la loi fondamentale qui est la Constitution, et cela face à l'impuissance totale de l'avocat et du justiciable. Que dire de cette pratique dérivante et autoritaire puisée de la prérogative de la police d'audience reconnue au président de la composition qui limite à 5 minutes la plaidoirie d'un avocat? Qu'entendre de la passivité de l'avocat prônée par le magistrat du parquet lors de l'assistance de son client? Comment comprendre l'expulsion d'un avocat de la salle d'audience en présence de son client et des justiciables alors que le juge a le pouvoir de faire constater le manquement à charge de ce dernier? Que dire du manque de respect manifeste de certains avocats, tant à leurs confrères qu'à la composition et vice-versa? Plusieurs questions de ce genre doivent talonner l'esprit de l'avocat afin de l'amener à mieux cerner sa mission ou son rôle dans la société. Pour mener à bien ces deux rôles dans la société, l'avocat est soumis au respect des règles de la profession constituant un fil directeur préétabli, à savoir l'avocat doit être compétent, doit être courtois, doit être indépendant, doit être doté d'une probité remarquable. L'avocat est tenu au devoir de réserve, de l'honneur et de la dignité. L'avocat doit être loyal. La confraternité doit guider ses pas. L'avocat doit savoir garder le secret professionnel et la délicatesse doit l'accompagner dans tous les actes de sa profession. En cette journée de la commémoration de la journée du barreau, le Conseil de l'ordre du barreau de l'Ituri a décidé
par le biais de la doyenne de l'ordre, de rappeler à l'avocat son rôle et de l'inviter à revoir avec promptitude sa marche professionnelle qui est à ce jour ternie par plusieurs comportements déshonorants de certaines brebis galeuses qui se retrouvent dans notre bergerie, et de dénoncer toute dérive rencontrée afin de mieux protéger l'estime de l'avocat congolais en général et en particulier de l'avocat du barreau de l'Ituri. Tout en souhaitant à chaque confrère une bonne fête de 58 ans d'existence du barreau congolais, c'est sur cette note que je clôt la présente adresse. J'ai dit, je vous remercie.